Et bienvenue dans l'épisode de podcast du jour de Lady Boss Mode On. J'ai le plaisir de recevoir Fabienne qui est psychopratricienne humaniste, c'est-à-dire qu'elle accompagne des gens, adultes, adolescents ou des couples qui sont en souffrance. En souffrance parce qu'il y a des émotions envahissantes, de l'anxiété, des tensions relationnelles, bref, une difficulté à trouver sa place. Je pense que c'est vraiment le facteur déterminant des gens qui viennent te voir, Fabienne. Et son travail, c'est toujours de travailler en profondeur sur ce qu'on ressent et pas juste de rester en surface comme on pourrait le voir ailleurs sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que je t'ai demandé de venir aujourd'hui. La thérapie qu'elle propose concrètement, c'est un espace pour ralentir et je pense qu'on en a besoin dans la société actuelle et remettre sa vision du monde au centre. Je pense que c'est très utile. Donc, est-ce que tu peux me dire concrètement comment ça marche, qui tu aides et comment tu en as fait ton business? Ça fait très, très longtemps que j'aime, comprendre, que j'aime la relation parce que c'est de la thérapie relationnelle, ce que je pratique. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, c'est une reconversion aussi, donc j'ai un long chemin avant, et je sais pourquoi je suis là et ce que j'aime, c'est vraiment, accompagner les personnes dans leurs difficultés, soit à se comprendre parce que, parfois, même très souvent, c'est souvent comme ça que c'est dit. Je veux dire, les personnes qui viennent à ma rencontre, souvent, ont envie de mieux se comprendre. Donc déjà, il y a cette envie, là et moi, j'adore les accompagner à ça. J'adore accompagner, les personnes qui ont envie de s'engager dans leur propre vie. Ça, c'est vraiment mon truc et donc je les accompagne, en cabinet, donc sur Vannes, en Bretagne ou alors en visio et là, en visio, effectivement, j'ai accès à beaucoup de personnes, très, très loin, en l'occurrence même dans d'autres pays et c'est vraiment très, très intéressant. Moi, ce que j'aime, c'est voir le processus et voir, de là où on est parti et là où on arrive. Quand on voit le chemin, c'est, merveilleux et les fins de thérapie sont vraiment, vraiment, bluffantes et c'est pour ça que je fais ce métier, en fait. C'est pour ça que je fais ça. C'est pour les voir arriver soit à l'objectif qu'ils avaient décidé au départ, ça, c'est important. On part quand même avec un objectif, mais parfois, et ça, c'est super intéressant, moi j'adore ça, c'est que l'objectif change en cours de chemin et il est bien plus adapté souvent à la situation, réelle, de la personne et ouais, c'est un peu je dirais que c'est un peu de la magie, quoi. Alors évidemment que c'est pas magique, mais parce que ça demande beaucoup d'engagement et toutes les personnes que je rencontre en cabinet, toutes les personnes que je vois ici, j'ai beaucoup, beaucoup de chance, sont des personnes engagées. Engagées dans ce qu'elles souhaitent voir arriver dans leur vie. Même si ça change en cours, elles sont engagées. Et ça, c'est quand même les deux, si je devais retenir deux choses dans la thérapie, c'est la relation et l'engagement. Pour moi, c'est les deux choses les plus importantes. Après, on brode autour, on essaye d'aller dans les détails, mais quand on est engagé dans ce qu'on a envie de mettre au monde et quand la relation se fait entre moi et la personne, plutôt la personne et moi, alors ça je peux pas dire que ça peut aller vite, mais ça peut aussi prendre du temps, hein. Ça c'est la question de temps pour moi, elle est moins essentielle que pour les personnes qui viennent, bien sûr. Les personnes ont souvent envie que ça aille vite, mais je crois qu'elles comprennent aussi assez vite que c'est pas récemment là avec une patiente d'ailleurs, elle a levé les yeux en me disant: ah c'est ça qu'il faut que je retienne». Elle trouvait que, ça faisait longtemps qu'elle était bloquée dans un sujet, sur un sujet et elle voyait bien qu'elle avançait, mais elle n'arrivait pas à atteindre cet objectif et je lui disais qu'en fait, quand on veut, par exemple, on veut monter l'Annapurna, mais on se dit: «Tiens, j'adore la montagne, je vais monter l'Annapurna. Qu'est-ce que je vais faire?» Eh bien, en fait, en règle générale, on va être ravi d'y être en haut et de regarder le Le panorama? le
Merci, le panorama. Mais en fait, ce qui aura fait le changement, la, la réflexion, l'évolution de notre soi, c'est pas d'être en haut. C'est tout le chemin qui a fait qu'on est arrivé en haut. La résistance, la douleur parfois, la joie aussi, parfois l'apaisement d'être dans une clairière, sur ce chemin, la résilience de se dire qu'on n'aurait jamais pensé y arriver, puis qu'on y arrive quand même, et cetera. C'est tout ce chemin qui fait que ça fonctionne et que ça il y a vraiment une transformation derrière. Et c'est pas d'être arrivé en haut, parce qu'en fait, en haut, on peut y arriver en hélicoptère, par exemple, et on peut voir le même panorama, mais c'est pas du tout la même chose. Donc c'est ça, moi, que j'aime. C'est tout ce chemin qui fait déjà, qui montre qui on est et qui leur montre, hein, parce que moi, j'ai pas absolument pas besoin de savoir, finalement. C'est eux qui ont besoin de savoir toutes les capacités, les possibilités qu'ils ont en eux. Et quand ils s'en aperçoivent et qu'ils en prennent, vraiment la mesure, alors il y a plus rien qui les arrête. Enfin, je veux dire, quand on sait ce dont on est capable, mais qu'on ne le qu'on ne le diminue pas parfois. J'ai beaucoup de personnes, qui sont très humbles et qui ne voient pas ce que moi je vois, devant moi, et je me dis: «Mais c'est des gens qui ont déjà, traversé des choses terribles, mais ils se rendent pas compte qu'ils sont encore là, encore vivants et encore engagés dans leur vie. Ils se rendent pas compte. Donc moi voilà, j'aime leur faire découvrir ça pour qu'après en fait, à partir de ce moment-là, si tu veux, il y a vraiment la prise de conscience permet le choix. Sinon on agit un peu en automatique. Donc, si on a trop de filtres qui bloquent, c'est-à-dire des croyances sur le fait on n'est pas, on est nul en dessin et que jamais on fera, je sais pas moi, une BD alors que j'adorerais faire une BD, etc., etc. Tous ces filtres-là opacifient notre capacité de choix. Et c'est ça aussi, la thérapie, ça permet de nettoyer tous ces filtres pour qu'enfin on puisse choisir et s'engager. Moi, l'engagement, il est quand même, très, très important parce que j'ai eu une longue période, où je me disais que je n'avais pas le choix, une très, très longue période, et la formation de 3 ans que j'ai fait, à l'école de psychothérapie existentielle, a bien travaillé ce sujet chez moi, et le jour où je me suis aperçue que j'avais le choix, alors tout a changé, tout a changé. Donc évidemment, mon expérience, en tout cas positive, de cette rencontre avec le choix, la conscience, l'engagement, j'ai envie de la partager et de la transmettre aux personnes qui viennent à moi. Après, chaque personne, chaque thérapeute a son propre, sa propre individualité, son propre, Sa propre approche. oui, merci, voilà, c'est ça. Et donc la mienne, c'est ça. On sent ta passion, rien que le fait de t'écouter, Oui, et ça, je trouve ça, rafraîchissant dans un monde, tu sais, où tout est lissé en termes de discours. Donc merci pour ce partage. oui, avec Si je plaisir. devais résumer ce que j'ai compris de ce que tu nous as expliqué, c'est que déjà, toi, tu travailles avec l'humain, donc il y a la notion d'individualité, de fait que tu peux pas modéliser et standardiser un processus. Tu Non, pars de l'existant. Ça, je trouve que c'est important. oui. Et ce que tu offres, c'est une réelle rencontre avec Mmh. qui est l'individu qui ne se connaît pas encore Mmh. ou qui se connaît mal. C'est super bien résumé, j'adore ce que tu dis. Ça me parle beaucoup. Oui, oui, Et donc, pour le coup, tu sais, en business, dans l'entrepreneuriat, on parle beaucoup d'offrir une transformation avec ses offres, avec ses services. Je pense que toi, tu réponds parfaitement à cette partie de la commande. Et au demeurant, je trouve tout simplement ta démarche honorable dans le sens où l'approche que tu appliques, c'est de rendre sa souveraineté à l'individu, de lui dire com qu'effectivement, il a toujours le choix oui. et que dans une société qui a tendance à nous déresponsabiliser, à nous faire oublier qu'on a le choix Ou à nous culpabiliser, aussi, et ce rappel est un des rappels les plus fondamentaux que tu peux leur donner. ah oui, c'est vraiment, vraiment en fait, le mot, source, auquel, j'accroche mon entreprise, j'ai 2 mots, c'est, la liberté
Ça, c'est vraiment essentiel et la sécurité aussi. J'aime aussi enfin parce que la sécurité est très, très importante, en fait, pour se permettre de. Donc ça, c'est ce que je vais produire moi et la liberté, c'est ce que je vais espérer chez l'autre, voilà, dans le ressenti qu'il va avoir de se découvrir. Et grâce à son engagement dans l'accompagnement, tout simplement. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Son engagement va être extrêmement important. Du coup, on a parlé un petit peu lors de l'introduction, et puis là, tu nous en as parlé en nous disant qu'il y avait certains patients qui ressentaient tel type d'émotion particulière. Est-ce que tu as quand même des tendances qui sont récurrentes chez les personnes que tu accompagnes, et est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Complètement. Oui, 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 ça c'est, si je dois te sortir une espèce de ligne directrice de ce que des tendances qui vont arriver, alors 1re chose vraiment, c'est, le stress. Le stress ah pardon, je vais revenir un peu, le stress c'est plutôt l'anxiété, plus que le stress. C'est un petit peu différent quand même et l'anxiété va être très, très, récurrente, sur toutes les personnes que je vais accompagner. Elle est, souvent liée à une charge mentale importante. Ça vraiment ouais, je dirais qu'il y a je vais parler d'anxiété, la charge mentale importante, c'est ce que je retrouve pratiquement tout le temps. La chose très importante aussi, que je vois, mais qu'elles n'ont pas encore tout à fait vu, mais que je vois tout de suite, c'est la perte de repères, la perte de sens. Là, la perte de sens, elle est pratiquement à chaque fois et d'ailleurs, c'est souvent ça qui amène, en fait, les personnes en thérapie. Malheureusement, on attend ce cap-là, on se dit qu'on va y arriver avant et la perte de sens, elle est quand même très, très importante et aussi beaucoup c'est vraiment les 4 ouais, les 4 tendances, c'est aussi les difficultés relationnelles, beaucoup, beaucoup. L'autre et c'est normal, c'est un sujet, quoi. L'autre est un sujet, donc que ça soit en entreprise, en l'occurrence, hein, avec ses collègues ou quand on gère, de l'humain aussi. Ça demande beaucoup C'est de exigeant mentalement et oui, psychologiquement. oui, ça me va. C'est ça. C'est exigeant mentalement, psychiquement de travailler avec l'humain et donc d'être responsable de 10, 15, 20, 30, 50 personnes. C'est vraiment ça demande ben, là la charge mentale, elle existe bien, l'anxiété. Là, le stress va arriver aussi. Donc c'est souvent ça, oui, oui, c'est vraiment les problématiques les plus, récurrentes, en fait, je vais dire. Ce que tu me dis ne m'étonne pas du tout, parce que j'ai l'impression quand Super. même que Mmh. c'est récurrent dans la société et que toi, du coup, Oui. tu vois, Oui, dans ton cabinet, en fait, un échantillon représentatif de ce qui se passe ailleurs. oui, Donc je suis pas étonnée et je suis surtout heureuse que ces personnes qui sont en souffrance de ce fait, bah, aient fait la démarche de pas rester seules avec cette souffrance, de pas se dire qu'ils sont seuls dans cette situation. Au ouais, contraire, je pense qu'ils sont beaucoup, voilà. c'est clair. Et donc me vient quand même la question, parce que tu sais que moi, mon approche, mon prisme, c'est d'avoir une organisation qui vient soutenir sa sérénité et sa vie. Oui, Donc tu parles d'anxiété, tu parles de charge mentale et je sais que pour l'avoir expérimenté à plusieurs reprises, la réponse de la plupart de ces gens à la question de comment tu arrives à gérer toutes ces émotions qui sont déclenchées par cette charge mentale et cette anxiété, c'est, bah, en fait, je suis pas assez organisée, je suis pas suffisamment bien organisée, donc je oui, vais m'appliquer une routine militaire, une organisation parfaite, quelque chose de c'est ça. millimétré, et cetera. Sauf que ça tient en général 5 jours et après, on retombe dans ses anciens travers. Donc, toi, en tant qu'experte dans ta thématique, est-ce que tu peux me dire pourquoi est-ce qu'on n'applique pas une organisation dont on sait pourtant rationnellement qu'elle nous ferait du bien, qu'elle réglerait certains problèmes et au final, on n'y arrive pas à la mettre en œuvre? Mmh. Alors c'est vrai que du coup, ce que tu relèves, c'est ce que je voulais te dire aussi, c'est que notamment en termes, d'entrepreneurs, par exemple, il y a chez eux une forme d'exigence élevée envers eux-mêmes, en plus du reste.
Donc effectivement, j'entends, tu parles d'application militaire, quoi, voilà, il faut que je fasse ça, allez, je me lève à 6 heures, j'ai tout ça, il faut que ça soit fait avant la fin de la journée et cetera, enfin bref. Donc le truc, qu'il faut peut-être savoir tout de suite, c'est que, le cerveau, il coopère pas avec la contrainte. Quand tu parlais du changement, le changement, il va durer, 1 semaine, mais il va pas durer, 5 mois, quoi. En fait, le changement durable, il va commencer avec la compréhension, la sécurité déjà, la compréhension des choses, mais pas la correction, la compréhension des choses. C'est-à-dire que quand on comprend comment ça fonctionne, comment notre cerveau à nous fonctionne, chaque entrepreneur est différent. Il y en a un qui va tout à fait avoir la possibilité de se lever à 6 heures, d'abattre, tout un tas de choses jusqu'à midi et puis, finalement d'avoir son après-midi pour gérer, l'humain parce qu'il a mais il y a d'autres personnes qui, sont effectives plutôt en début d'après-midi, pas le matin et cetera. C'est un exemple. C'est pour dire qu'il faut que je sais que c'est facile à dire, mais il faut d'abord comprendre comment on fonctionne pour bien manager. Ça, vraiment, si on est en phase, avec qui on est, comment on fonctionne, même si on n'avance pas plus vite, hein, par contre, on avance beaucoup mieux. On avance beaucoup mieux, on avance durablement, on peut être satisfait aussi, on sent moins de friction. Parce qu'en fait, c'est ce qui quand tu expliques qu'on peut faire ça 15 jours, mais pas 6 mois, c'est qu'il y a de la friction. S'il y a moins il y a de friction, plus c'est durable. Et ça, c'est quand même enfin, je veux dire, en termes d'entreprise, quand on monte une boîte, on n'a pas vraiment envie que ça se termine au bout de 2 ans. Donc même si on avance lentement, ce qui compte, c'est de durer 15 ans, 20 ans et qu'on puisse en vivre, bien sûr. Mais du coup, on a vu, hein, quand même beaucoup de startups, vraiment partir, avec des chiffres d'affaires, très, très importants en quelques mois, sauf que l'année suivante, il y a plus la possibilité. Alors, il y a des personnes qui sont capables de reconstruire derrière, pas de souci. Mais et donc, c'est bien ce que je veux dire, c'est que si on sait comment on va avoir l'entreprise qui nous ressemble et donc il y aura moins de friction et donc on pourra durer le temps qu'on veut. Enfin le temps qu'on veut. Il y a Il y a d'autres il y a une critères à oui, prendre il y en a des compte. critères, oui, bien sûr, bien sûr. Mais à l'intérieur, en fait, reconnaître finalement, bien comprendre son fonctionnement, reconnaître ses limites, c'est pas du tout, comment je pourrais dire? C'est pas du tout honteux d'avoir des limites, c'est humain. Et donc, se reconnaître comme humain, c'est déjà ça démarre bien, quoi. Parce que du coup, on va reconnaître quelles sont ses propres limites, ses rythmes. Je parle du matin parce que du coup, je suis team, team plutôt matin, mais pas trop tôt. Donc, ses limites, ses rythmes, ses besoins. Et puis après, quand on comprend bien ça, on va pouvoir, créer l'entreprise qui nous ressemble. Finalement, plutôt se coller à notre fonctionnement dans ce qu'on veut créer, quelle que soit la chose qu'on veut créer, l la la construire selon comment on fonctionne, plutôt que l'inverse. Plutôt que, essayer de rentrer dans un fonctionnement qui ne nous correspond pas. Ça va vous faire souffrir et ça va faire souffrir aussi, comme vous souffrirez, vous ferez souffrir vos employés et donc il y aura pas un rendement top. Enfin, c'est peut-être un peu simpliste, hein, parce qu'évidemment, moi, souvent, je vais voir plutôt j'en vois, hein, des chefs d'entreprise, j'en vois, mais c'est pas des chefs d'entreprise de 40 000 personnes. Je m'adresse plutôt aux chefs d'entreprise entre, je crois que ça va jusqu'à une vingtaine, peut-être une trentaine, j'ai plus en tête, enfin voilà, de ce que j'ai déjà vu, on va dire. Mais pour moi, l'essentiel, il est là. C'est plutôt d'adapter son entreprise à comment on fonctionne. Après, c'est vrai qu'on peut aussi essayer de réfléchir à comment alléger sa charge mentale, comment essayer de bien, gérer ses pics émotionnels parce qu'il y en aura toujours et cetera. Donc ça, si tu veux qu'on en parle aussi après, il y a des petites choses, je pense, qui sont tellement évidentes que quand je vais les dire
les personnes vont dire: «Ah mais oui, c'est vrai». En fait, il faut se le rappeler de temps en temps aussi. Faut en fait, pour que l'entreprise, je dirais, aille bien, il faut que son chef, son créateur aille bien. Je ne sais pas si j'ai répondu totalement à ta question d'ailleurs. J'ai peut-être pas Je été pense assez. que je pense que tu as bien répondu à la question et surtout ça parle à mon petit cœur parce que pour le coup, je suis d'accord avec toi. Mmh. Tout simplement de dire que au lieu d'essayer d'appliquer des méthodes toutes faites qui marchent Ah ouais, peut-être pour les autres mon Dieu, oui. et de s'enfermer dans une boîte qui finalement devient trop petite pour nous très rapidement, c'est de faire avec ses propres règles. Alors c'est beaucoup plus difficile parce qu'il y a pas justement de mode d'emploi. Oui. Par contre, j'aime beaucoup quand tu dis, s'enfermer dans une petite boîte. Finalement, plus on se rapproche de qui on est, moins il y a de boîtes, hein. Je parlais de liberté tout à l'heure. Finalement, plus on se rapproche de qui on est, plus on va avoir accès à toutes nos envies, nos idées, les choses qui vont nous venir et pourquoi pas, on peut essayer, plus on va essayer de rentrer dans une petite boîte, alors là, les envies, les désirs, les parce que c'est quand même les chefs d'entreprise, c'est des créateurs, hein, c'est des artistes, hein. Et du coup, effectivement, quand tu dis que c'est plus compliqué parce que rien n'est écrit, c'est parce qu'il faut créer de soi. Et c'est vrai que c'est pas facile. Par contre, quand on choisit ce chemin-là, c'est beaucoup plus il y a un côté beaucoup plus exponentiel que si on reste dans «Il faut que je fasse comme ça parce qu'a priori, cette boîte-là doit, marcher sur ce». Oh, je le dis pas très bien, mais je le sens tellement que je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Pardon. Bah, déjà, je pense qu'il y a le fameux débat de salariat contre entrepreneuriat. Oui, Déjà, de est-ce que je suis salarié ou est-ce que je suis entrepreneur? Comme si on pouvait pas être les 2, comme si on tout pouvait à fait, pas être l'un puis l'autre de manière successive parce que des fois le tout à CA ne suffit pas pour en vivre et que c'est pas grave. Personne, n'est tout à là fait. avec un jugement, avec un flingue sur, la tempe en disant: «C'est pas bien de tu es en train de nous tromper». C'est terrible, hein, c'est terrible. Parce que Je trouve que c'est terrible. en fait, cette sensation, moi, je l'ai vécue, hein. Je l'ai vécue aussi, hein, et j'ai vite lâché en me disant: «Non mais attends, tu es bien plus que ça, hein. Tu peux tout à fait, si tu as envie, faire ça aussi, faire ç». Enfin, je veux dire, on est tellement, plus que ce qu'on pense que c'est c en je reviens toujours à ça moi, c'est vraiment ça que j'ai en oui, oui, vraiment comme si comme si on pouvait déverrouiller un espèce de carcan dans lequel on peut être parfois, qui nous bloque dans notre vie. Et ben, moi, j'ai juste envie de déverrouiller ce carcan et ça y est. Et on n'est pas obligé de réussir tout, hein. Par contre, essayer, avoir envie, y aller quand même, se dire: «Ah bah, finalement, c'est pas OK, je vais aller par là». C'est ça la vie, en fait. C'est facile à dire, hein, je le sens quand je le dis, je sais que c'est facile à dire, mais c'est ça que j'ai envie pour moi et pour, toutes les personnes que je rencontre. Mmh. Je suis d'accord avec toi. En fait, les gens que j'accompagne, c'est un autre type d'accompagnement, hein, Oui, voilà, oui, mais complètement. c'est des gens qui recherchent l'alignement avec qui ils sont. Tout à C'est fait, des gens qui tout à fait. ont une vision, mais qui savent pas vraiment comment la concrétiser dans leur quotidien. Au final, si je devais trouver les points communs, tu vois, entre les gens que j'accompagne et les gens que tu accompagnes, et c'est des gens aussi qui ont besoin de savoir qu'ils sont humains, qu'ils sont complexes et que c'est OK. Des fois, on n'est pas juste Totalement. binaire, c'est pas un problème, une solution. Des fois, c'est une construction qui est tellement basée sur plusieurs événements, plusieurs expériences, Oui. des émotions complexes ressenties à plusieurs moments différents, qui ont participé à une construction que l'on s'est fait et une prison mentale. Alors, j'utilise pas peut-être les bonnes terminologies par rapport à ta pratique, mais en Oui, tout mais c'est cas, pas grave, hein. J'ai voilà, de compris. manière explicite Oui, finalement, c'est ça. Oui, ça me et d'une manière ou d'une autre, je pense qu'on a le droit tous, autant qu'individus, que ce soit entrepreneur ou autre, mais là, je vais plutôt m'adresser à des entrepreneurs du coup, de tout simplement vouloir se sentir libre mmh, et bien dans son entreprise. Je pense qu'on n'a pas choisi d'être entrepreneur pour souffrir totalement. et donc on ne veut pas non plus faire souffrir les autres. On veut avoir un impact sur le monde, on veut, pouvoir proposer quelque chose qui va révolutionner le marché, être connu pour ça et en vivre dignement et ça, c'est normal Normal, bien sûr. et je me suis aperçue quand même que souvent, ce qui freinait le développement des entrepreneurs, c'était pas la stratégie, c'était pas le dernier hack à la mode.
Le blocage, il est toujours mental. Il est toujours là, pour ceux qui regardent la vidéo. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais que tu parles. Mmh. Déjà, pour qu'on sente qu'il y avait quand même chez toi cette joie de vivre, tu vois, qu'on a du mal à retrouver dans cette société où tout est grave, où tout est urgent, où tout est important, où en fait, finalement, on est perdu, comme tu disais, on perd le sens. Mmh. Mais le sens, en réalité, on ne peut pas le perdre, c'est nous qui le créons. Je suis d'accord avec toi. Il y a plusieurs écoles sur ce sujet, mais moi je suis d'accord avec toi, que le sens, c'est nous qui avons, la baguette magique pour se dire: «Ça sera ci» et en plus, mais c'est ça qui est génial en fait, quand même, c'est qu'on a le droit de changer aussi, hein, de sens. Je veux dire, si ça nous convient plus, au bout de 3 ans, bah, on a toujours la baguette magique, hein, donc on peut toujours en choisir un autre, hein. C'est-à-dire que c'est comme si on était la reine de son royaume ou le roi de son royaume, hein, en fait, de son propre royaume, hein. On n'est pas la reine ou le roi des autres, hein, mais de son royaume, donc de sa vie, en fait. Et évidemment qu'on risque, c'est possible, certainement même d'ailleurs, la vie est quand même difficile. Tu disais tout à l'heure, quand même, la joie de vivre, c'est quand même aussi ça, alors c'est vrai qu'on traverse quand même tous, une période sombre, donc avec, des actualités terribles, le monde, qui va mal, qui est difficile. Donc ça, on ne peut pas le changer. Ça, on ne peut pas le changer. On peut essayer, hein, bien sûr, on fait de notre mieux. Moi, je fais du compost, on essaye de faire au mieux. Je vais rebondir par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. La prochaine question qu'on avait préparée ensemble, c'était comment savoir du coup si notre façon de travailler est réellement alignée avec notre psychologie. Et moi, j'ai envie de prendre la question à l'envers. C'est-à-dire, tout à l'heure, on disait qu'effectivement, la société était plutôt négative, était plutôt pesante dans notre quotidien, qu'on pouvait se sentir impuissant face aux nouvelles qu'on recevait et que, à notre échelle, bah, on pouvait ressentir des pics émotionnels, Mmh. souvent d'émotions négatives aussi, Mmh. qui était l'indicateur d'un mal-être et d'une souffrance. Mmh. Pour toi, quels sont ces pics et quels sont les rappels importants justement que tu voudrais faire en se disant Mmh. c'est pas une fatalité, c'est pas parce qu'on ressent ça que c'est une vérité absolue et comment en fait combattre justement ces pics Mmh. émotionnels qu'on peut recevoir au quotidien? Alors là, du coup, me vient tout de suite 2 choses. En premier, c'est que, comme tu le dis, l'émotion, quand on parle de pic émotionnel, forcément, on parle de effectivement quelque chose de trop, mais on parle d'émotion. Premièrement, les émotions, quelles qu'elles soient, sont toujours, 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 des messagers. C'est un message de, ce qu'on vit au contact d'une situation, d'une parole, d'un échange, voilà, d'une situation. Donc en fait, les reconnaître nous donne du coup le moyen de pouvoir savoir, ce qu'on doit presque faire à la suite. Donc en fait, dans le pic émotionnel, la seule chose qui est désagréable, c'est le pic. Parce que l'émotion, elle est juste, toujours, elle est, elle est importante, très importante et elle nous permet de mieux comprendre comment faire face à la situation. Donc et en plus l'émotion arrive en priorité, d'abord, le premier réceptacle de l'émotion, c'est le corps. C'est pas du tout le cerveau. Le cerveau, lui, en un quart de seconde, même pas, hein, je te dis ça, mais c'est peut-être vieux comme information, c'est peut-être plus rapide, mais en très peu de temps, le corps va donner l'information au cerveau qu'il y a un truc qui va pas ou il y a un truc qui va bien et en fonction, le cerveau va, déléguer les hormones qui vont bien pour apaiser, cette émotion ou pour, indiquer, qu'il faut courir, qu'il faut se cacher, et cetera. Donc l'émotion, voilà, la première chose, c'est que l'émotion, il faut essayer de la comprendre. D'abord, en premier lieu et donc en termes de pic émotionnel, s'il y a un pic, du coup, c'est assez simple finalement. C'est déjà nommer ce que vous ressentez. Toujours, toujours et vraiment nommer, quand je dis nommer, c'est vraiment vous le verbalisez.
Ça, en temps, par exemple, dans les crises d'angoisse, qui sont une forme de pic émotionnel, encore plus élevé, nommer et dire, verbaliser tout ce que vous ressentez dans le corps permet à la crise de descendre. Là, je le dis, mais c'est réel déjà parce que c'est expérimenté par moi et par d'autres personnes. Et ça permet, si tu veux, au cerveau de comprendre que j'ai repéré et que du coup, je m'en occupe. Et donc, il y a pas tant de danger que ça. Donc, il va amenuire un petit peu. Donc déjà, première chose, c'est nommer ce que vous ressentez. Je suis en train de ressentir du stress, là je ressens une frustration, j'ai même éventuellement, j'ai le cœur qui bat vite, je commence à trembler, oh là là, j'ai envie d'aller aux toilettes. Ça c'est vraiment le stress, c'est vraiment ça va directement là, etc. Donc déjà, vous nommez pour reconnaître et repérer. Parce que nommer donc active, voilà, je me l'étais noté, mais ça active des zones cérébrales, vraiment très, très importantes et ça diminue l'intensité émotionnelle. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, c'est de ralentir. Ralentir le corps, pas forcément la tête. La tête, à ce moment-là, elle est un petit peu perturbée, déréglée. Mais ralentir le corps. Parce que comme l'émotion arrive par le corps, si le corps s'emballe, ça va être un petit peu, ça va faire monter la chose. Donc ralentir, c'est pourquoi pas, ce qui est génial, c'est la respiration, tout le monde en parle, la cohérence cardiaque, pourquoi pas, c'est très très bien, mais la cohérence cardiaque, c'est quelque chose qui peut se faire au long cours. Donc, au moment où on est en pic émotionnel, des fois, c'est pas si simple que ça et même des fois, ça peut dégrader, sauf si on respire par le ventre. Si on respire par le haut, ça peut le dégrader, faut pas. Voilà. Mais, si vous arrivez à vous poser, respirer par le ventre et vous faites une pause de 10 minutes avant quoi que ce soit et donc la suite, c'est, du coup, éviter de prendre une décision dans ce pic. Vraiment, la première chose, c'est vous, votre corps, votre émotion et le message. On y viendra, on y viendra. Sous le stress, c'est pas possible, hein. Là, tout est déréglé, les biais cognitifs, la vision qui est réduite, enfin bon, on peut pas, hein. Donc, c'est comme créer un sas entre ce qui vous inquiète, ce qui vous malmène ou ce qui vous met très, très en joie. Des fois, parfois, quand on est très, très, très heureuse, on peut pleurer et pas arriver à dire ce qu'on veut dire, hein. Ça peut arriver aussi. Donc vraiment toutes les émotions, dès lors qu'elles débordent, faut juste les comprendre, essayer de prendre du recul, en fait, se poser et déjà, ça permet, vous pouvez, oui, revenir au corps, c'est aussi d'ailleurs, je pensais à ça, vous pouvez aussi boire un verre d'eau. Boire un verre d'eau, ça met en en mouvement le corps, hein. Vous ressentez quelque chose, vous ressentez aussi l'eau qui passe, vous prenez un verre, vraiment mobiliser en fait le corps pour, alléger un petit peu, ce que vous ressentez dans votre corps. Et puis, ensuite, mais ça, c'est pas toujours possible avant une décision, par exemple. C'est pas toujours possible. Je voulais vous dire éventuellement ce que vous pouvez aussi être amené à faire, c'est du coup, mais ça, soit vous le faites parce que vous n'avez pas besoin de prendre une décision tout de suite, et donc vous pouvez aller jusqu'à vous poser la question de: «Qu'est-ce que ça vient toucher? Qu'est-ce que ce qu'elle vient de dire, ce que je dois faire, pourquoi ça me met dans cet état-là? Qu'est-ce que ça vient toucher derrière? De quoi j'aurais besoin là, tout de suite?» Donc toute cette réflexion, elle peut se faire s'il n'y a pas quelque chose d'urgent derrière. Mais si vous avez une décision, quelque chose à mettre en place tout de suite derrière, alors la respiration, revenir au corps, nommer ce que vous dites, ce que vous ressentez et voilà, prendre 2 petites minutes pour se poser, ne pas faire dans l'urgence. Ça, c'est vraiment bien. En fait, la charge mentale, les émotions, tout ça, ça peut pas se gérer en se forçant. Il faut se poser. On peut le faire, mais ça sera fait à votre détriment, peut-être au détriment de la décision qui va être prise, donc même si c'est 2 minutes, en vrai 2 minutes, tout le monde peut attendre 2 minutes, hein. Je veux dire, même le président de la République, il peut attendre 2 minutes. Je veux dire, en vrai, tu en parlais tout à l'heure, le monde demande toujours à aller plus vite, à consommer beaucoup, c'est le
c'est le monde. Évidemment que le monde, c'est nous qui l'inventons. Mais peut-être que nous, on a besoin d'autre chose et que si finalement chacun d'entre nous commence à le signaler, alors peut-être que le monde demandera moins vite, beaucoup, et cetera. Parce qu'en fait, le monde, il est fait de chacun de nous. Donc en fait, plus on va revenir à nos besoins, notre besoin de prendre un peu de temps, de se poser un petit peu, il y en aura 1, 2, 3, 4, 5, 10, 1000, 3000 et des millions. Donc, faut pas qu'on. La première chose, comme ce que je te disais au début, c'est revenir à soi, à nos besoins, à prendre du temps, à prendre la mesure de chaque chose. Est-ce que vraiment la décision doit être prise dans la minute? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vraiment c'est vrai? D'ailleurs, on peut se poser ces questions-là hein, à chaque décision qu'on prend. Hein. En vrai, ça prend un peu de temps des fois, ou des fois on oublie, mais en vrai, on peut le faire. Rien ne nous en empêche. Je vais essayer de résumer ce que tu as dit sans perdre Bien. dans le sens, parce que comme tu as apporté beaucoup d'éléments, voilà, je pense que tout était important et que la chronologie de ce que tu as expliqué avait aussi énormément de sens, parce qu'on a suivi carrément ton cheminement de pensée. Donc, en résumé, un pic émotionnel, il va être lié du coup à un événement marquant, externe, Oui, qui va être perçu par nous, à tort ou à raison, comme un danger. oui. Et qui va déclencher ce fameux pic émotionnel qui peut être bon ou moins bon. Voilà, l'émotion peut être positive ou négative. Les astuces que tu as données de revenir au corps, de se poser en posture d'observation de soi-même, c'est pour moi un moyen de traiter l'information quand on la reçoit, quand on capte ce qui est en train de se passer. Parce que le plus dur, c'est ça, c'est je suis en train d'expérimenter, je vis l'émotion. Par exemple, je suis en train d'avoir une crise d'angoisse ou je suis en train de pleurer toutes les larmes de mon corps parce que je suis triste. C'est de me dire, attends, je suis en train de ressentir une émotion là. Ça, c'est très dur comme exercice. Et donc, effectivement, je pense que si c'est la première fois qu'on essaye de le mettre en œuvre, en plein milieu d'une crise, c'est particulièrement difficile. Donc, il y a la notion quand même aussi de savoir avant que ça peut nous arriver, réfléchir à qu'est-ce qu'on peut mettre en place en se connaissant nous-mêmes, que dans cette situation, on est triste et qu'est-ce qu'on fait quand on est triste. Juste se dire, revenir à la respiration et souffler et se Mmh. dire qu'on est vivant, Mmh. ça peut être aussi une très belle observation à faire. Commencer par là. Tout à fait. Et ensuite, ça permet de se dire effectivement, donc est-ce qu'il y a danger, est-ce qu'il n'y a pas danger? Moi, la question que je pose souvent aux gens que j'accompagne, c'est est-ce que si tu le fais pas là dans la demi-heure, il y a mort d'homme? Est-ce qu'on travaille aux urgences de l'hôpital? Est-ce qu'il y a un braquage devant une banque et toi, tu es le policier? Voilà. Ça, c'est des vraies situations d'urgence avec un danger immédiat pour toi ou pour quelqu'un d'autre. Je voudrais intervenir juste pour faire une petite différence entre le pic émotionnel, lors d'une intervention extérieure et la crise d'angoisse. C'est pas tout à fait la même chose, que la crise d'angoisse, là, elle peut arriver sans intervention extérieure. Elle est très aléatoire. Évidemment qu'elle est liée à quelque chose de profond, mais c'est quand même pas la même chose et on peut à ce moment-là, on ne peut absolument pas, se dire ce que tu viens de dire qui peut se faire, en temps normal, hein. Si on est, très, très, émotionné de ce qui va arriver et cetera, là, on peut se dire, «Attends, mais voilà, il y a pas de braquage», effectivement, là, ça j'adore parce que ça vraiment, ça fait vraiment du bien. Par contre, en tant que crise d'angoisse, c'est pas possible, hein. Là, vraiment, c'est vraiment de la crise d'angoisse, c'est bien particulier. C'est autre chose que le pic émotionnel là que je décrivais. Ok. Donc, justement, donc, la crise d'angoisse, c'est Oui, un cas à part. oui. Est-ce que tu peux nous expliquer, donc, qu'est-ce qu'on ressent quand on fait une crise d'angoisse et Mmh. comment peut-être essayer de désamorcer un peu les choses?
C'est vrai qu'il y a une des choses que j'ai dites qui peut vraiment faire du bien, mais la crise d'angoisse, c'est carrément autre chose. Là, on va souvent se sentir déconnecté, hein, de la réalité. On peut même parfois penser qu'on devient fou, hein. C'est très, très, très angoissant. On a l'impression potentiellement même qu'on va mourir. On ne sait même pas pourquoi, hein. Je veux dire, ça peut arriver dans ta voiture, ça peut arriver, en train de faire la cuisine, ça peut arriver en train de dessiner, tout vraiment ça c'est vraiment c'est ça qui est le pire, c'est que c'est très aléatoire et qu'il y a pas forcément un sujet, externe à ça. Là, c'est ton système nerveux qui est dérégulé en fait, et qui effectivement parfois se met en mode alerte alors qu'il y a aucune alerte. Donc, alors dans les sensations, là, il peut y avoir des choses très, très extrêmes, hein, effectivement, on peut aller aux toilettes et se vider, c'est pas très sympa à écouter ni à dire, mais c'est le cas. On peut trembler aussi énormément, jusqu'à ne plus pouvoir tenir sa tasse et boire correctement. On peut avoir, être déconnecté vraiment, et dans la tête sentir qu'il y a un on est vraiment face à un danger alors qu'il y en a pas. Et ça, c'est encore plus d'ailleurs, pénible. C'est qu'on voit bien qu'il y en a pas, mais on ressent qu'il y en a un très fort. Donc il y a aussi cette dissonance cognitive qui est terrible, terrible. Hem, donc ça, c'est dans les effets, il peut y en avoir, de multiples, vraiment. Donc ce que tu peux faire, même si c'est quand même délicat, hein, vraiment ça c'est faut pas le laisser, enfin là c'est un petit peu différent, mais faut pas le laisser s'installer, hein, faut aller voir un médecin. Moi je conseille priorité un psychiatre, c'est le spécialiste, de la santé mentale. Le médecin est très, très bien, mais il n'est pas spécialiste d'eux. Donc c'est ce que je conseillerais. Sinon, déjà ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai, nommer, hein, mais dès le départ, hein, quand la charge de la crise d'angoisse est trop élevée, là, c'est un peu difficile. On est déjà un peu en fait, toute la charge, psychique, elle est mise au service de la sécurité. Donc là, on peut plus, réfléchir, hein. C'est la sécurité en priorité. Donc mais sinon, dès que vous sentez que ça peut éventuellement monter, alors se poser et dire ce qu'on ressent. Ce qui est très bien aussi, c'est comme c'est revenir au corps, mais là, c'est en urgence, c'est éventuellement mettre les mains sous l'eau froide, prendre des glaçons même, vraiment pour que le corps sente qu'il existe, il est vivant, parce qu'on peut vraiment partir dans quelque chose de très, heu, c'est très douloureux, c'est très douloureux. Heu, donc ça et puis ce qui peut être bien aussi, c'est d'aller alors, je veux pas paraître pour, quelqu'un d'illuminé, mais je vous assure que ça quelque chose qui fonctionne, parce que c'est quelque chose que j'ai aussi utilisé, c'est d'aller alors quand on a la possibilité de trouver de l'herbe, hein, donc soit des gens qui ont, de l'herbe autour de chez eux ou des gens qui ont des maisons avec des terrains, c'est d'aller marcher dans l'herbe, pieds nus. C'est-à-dire vraiment revenir au corps, revenir à la terre, c'est pas illuminé. C'est vraiment quelque chose qui ancre. Quand on parle de revenir à soi, c'est aussi une espèce de quelque chose de très, je reviens, à la terre, je reviens à qui je suis, j'ai vraiment les pieds sur terre aussi, finalement dans la, dans les mots, c'est aussi exact. Je reviens à la terre, je suis vivant, je suis debout, et donc mettre les pieds dans la terre, pourquoi pas, l'herbe, vous marchez. Alors même marcher, si vous n'avez pas d'herbe, eh bien, vous mettez vos baskets et vous allez marcher un peu. Ça, vraiment, c'est quelque chose qui peut faire descendre aussi un petit peu. Vraiment, ça peut prendre un petit peu de temps. En règle générale, de toute façon, une crise d'angoisse, même si elle peut revenir toute la journée, hein. Moi, j'ai des patients qui vivent, avec ça toute la journée, enfin, c'est mieux maintenant, mais ça a pu. Mais par contre, la crise d'angoisse en elle-même, même s'il y en a d'autres derrière, elle va durer environ, entre 20 minutes, et ça peut durer un peu 1 heure, hein. Ça peut durer 1 heure. Ouais, mais normalement 20-30 minutes, là, ça devrait la crise d'angoisse, elle a toujours, toujours cette forme-là. Elle monte et quand elle arrive à son pic, elle redescend.
Il n'y a jamais personne qui est, ça je me rappelle très bien que mon thérapeute me le disait, jamais une crise d'angoisse n'a tué personne, jamais. Elle redescend à partir du moment où elle est à son pic. Elle va peut-être un peu durer, mais elle va forcément redescendre. Donc ça, quand ça monte, on peut essayer de se le dire, mais bon, arrivé à cet endroit-là, on n'y pense plus, hein, on peut plus. Mais voilà, il y a la technique principale, c'est finalement revenir à son corps. Ce qui peut être bien aussi, c'est moi, je me rappelle très bien que j'utilisais aussi je dessinais quand avant, hein, tout au début là, hop, on se met à dessiner, on se met à découper des feuilles, voilà, c'est vraiment être acteur en fait, mobiliser son corps en fait. Quand on peut, hein, faut surtout pas culpabiliser si on ne peut pas, hein, si c'est pas possible, si on n'y arrive pas. Ça veut dire qu'il faut trouver de l'aide, auprès de quelqu'un qui va trouver le moyen de vous aider. Faut surtout alors vraiment, la culpabilité, on n'en a pas besoin, hein, là, elle, on n'en a pas besoin. Autant On a assez. voilà, les émotions disent toujours quelque chose. La culpabilité, pour moi, c'est pas une émotion. C'est pour moi, alors c'est vraiment, je parle en mon nom, c'est quelque chose de gluant qui se colle dès qu'il a un petit trou, il se colle quelque part et puis il essaye de trouver le moyen de vous coller et de vous garder un peu en arrière. Donc la culpabilité, dès que vous la ressentez, hop, vous dites ah non, 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 non. Toi, vous pouvez parler à vos émotions aussi. Pourquoi pas? Ça fait un espèce de petit décalage en fait. Voilà, mais c'est des petites choses qui sont pas inintéressantes quand même, hein. Il y a aussi des éléments qui peuvent être utiles comme les fleurs de bac par exemple. Il y a le rescue, enfin j'aurais tout un tas de choses à dire, je peux pas je peux peut-être pas parler de tout ça aujourd'hui, c'est peut-être pas le sujet, mais il y a plein, plein, plein de choses à dire qui peuvent améliorer la façon qu'on a de vivre et d'interagir avec nos émotions et ce qu'on vit à l'extérieur et à l'intérieur. Ce que je retiens, dans tous les cas, c'est que si on vit un pic émotionnel lié à un événement externe ou une crise d'angoisse, c'est quand même ton conseil principal, c'est de revenir à la sensorialité du corps. Oui. Ah oui, c'est sûr. Et puis, bah, tout à l'heure, tu parlais de dissonance et j'ai envie de revenir sur ça et de rebondir. Je pense qu'il y a une différence entre faire un pas de côté pour observer son émotion et la traiter aussitôt que possible, soit dans l'instant, soit un petit peu après, et ce que tu parlais de dissonance, c'est-à-dire ranger l'émotion dans une boîte, de manière imagée, ranger l'émotion dans une boîte, dire je le traiterai plus tard, et finalement laisser pourrir ça dans un coin de son cerveau, et de plus en plus, du coup, se retrouver à prendre de la distance entre nous, humains, émotionnels, et juste la partie mentale, rationnelle, que la société veut nous faire croire qu'on est, mais qui peut mener finalement sur un milieu du travail, et y compris dans l'entrepreneuriat, au burn-out. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'on y arrive. Quand tu décris cette petite boîte où tu ranges, en analyse transactionnelle, on appelle ça, coller des timbres, en fait. C'est-à-dire coller des timbres, sur à chaque fois qu'il y a un truc qui te convient pas et tu colles ton timbre et puis tu passes, voilà. Le jour où ta feuille, elle est pleine, là, ça coince un peu et effectivement, tu parles du burn-out, voilà, il arrive quand ta feuille est pleine et parfois, il y a des gens qui remplissent plusieurs pages, hein, qui tombent pas tout de suite, et donc oui, bien sûr, ne pas se diviser. Ces problèmes qui sont dans une boîte ou ces timbres qui sont sur cette page, ils sont aussi à nous. C'est aussi des choses, j'ai du mal à dire rien n'est grave. Il y a des gens qui vivent des cancers, il y a des gens qui vivent, je peux pas dire rien n'est grave, c'est pas vrai. Mais par contre, c'est à nous et c'est à nous de le vivre le mieux possible, surtout sans culpabilité, en se faisant accompagner correctement et le mieux possible, ça veut dire surtout comme on a envie de le vivre. On n'est pas obligé non plus, d'écouter. On peut écouter les conseils, bien sûr, c'est vraiment chouette et puis moi j'en donne, certains, je suis assez aussi malgré tout quand même, un petit peu solutionniste aussi et on peut les écouter, mais surtout, surtout, le choix de final, c'est vous qui le faites. C'est vous qui le faites. Avec, et là aussi, vous pouvez revenir, au corps, hein, en l'occurrence, hein. Vous écoutez les conseils parce que c'est vrai que si vous en avez envie, vous pouvez les écouter. Si vous n'en avez pas envie, dites-le.
surtout. Et puis après, vous ressentez ce conseil-là, qu'est-ce que ça me fait quand j'y pense? Est-ce que ce serait OK pour moi? Est-ce que je me sens comment je me sens? Toujours, finalement, c'est vrai que là, s'il devait y avoir une seule leçon, c'est pas celle que j'avais notée, je ne sais plus ce que j'avais noté, mais je m'étais gardée, pour dire. Mais s'il y avait une leçon de ce qu'on vient de se partager, c'est finalement revenir à ce qu'on ressent. Il faut que ce soit écologique aussi avec sa famille, avec, ses amis, avec son environnement, voilà, c'est pas forcément, les choses qui nous conviennent. Il faut aussi que ça soit écologique dans sa propre vie. Voilà. Il faut pas que ça nous mène à mal non plus, il faut voilà, c'est important aussi. On n'est pas que, un individu aussi, on est aussi un individu dans une société, dans une famille, dans un environnement amical. On n'est pas je dis pas de se, de se transformer ou de se coller à son environnement, hein, parce que ça dépend de l'environnement quand même. Hein. Mais si on est heureux dans son environnement, il est important de le prendre en compte dans ses décisions. Et ce serait super intéressant d'avoir le retour des personnes qui ont écouté le podcast, de savoir ce qu'ils pensent de ce qui a été dit. Ça, j'adorerais savoir. Oui, j'aime beaucoup les échanges en vrai. J'aime beaucoup les échanges, donc forcément, j'aimerais bien aussi avoir un retour pour savoir, alors, qu'est-ce que tu as pensé de ce qui a été dit? Est-ce que ça parle? Est-ce que non? Enfin voilà, ça me plairait. Je pense que c'est cohérent avec la personne que tu es et ton métier, d'être passionné d'échanges, d'humains, de transformation. Et pour conclure aussi avec une vision qui est quand même assez proche de la tienne, c'est de dire que on est des humains, Mmh. on n'est pas des machines, et que l'émotion, c'est ce qui nous différencie de la machine au niveau cognitif. Donc, faut arrêter de le concevoir uniquement comme une faiblesse, parce que c'est notre plus grande force en fonction de ce qu'on en fait. À partir du moment où on accepte qui on est, et c'est la partie la plus difficile, encore une fois, hein, on le dit rapidement parce que c'est relativement simple. On parle pas d'être la meilleure version de soi-même, là, comme les devs perso en parlent, etc. C'est pas le sujet. Mmh, tout C'est à juste fait. de savoir, par rapport à nos contraintes, à notre environnement, à nos exigences aussi, nos obligations diverses et variées, mais comment on se situe? Est-ce qu'on Oui. peut tenir ce rythme-là encore pendant 20, 30, 40 ans? Parce que si on ne peut pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose à ajuster et que tant qu'on l'ajuste pas, on continuera à souffrir. Et moi, je pense que la souffrance, dans une certaine mesure, c'est un choix qu'on choisit par défaut parce qu'on a peur du changement, mais que c'est pas une finalité. Sur ce sujet-là, j'ai eu un échange extrêmement riche avec un de mes patients la semaine dernière, un de mes clients, parce que je suis psychopraticienne, donc j'ai pas le droit de dire patient. Mais j'ai eu un échange particulièrement riche avec un de mes clients la semaine dernière sur le sujet de la douleur et de la souffrance. Et c'est vrai que cet échange nous a permis de constater que la douleur est une information très importante, mais que la souffrance, elle, c'est une onde de choc un petit peu, si tu veux. Et donc la souffrance, finalement, comme tu dis, hem, c'est finalement si on a quand tu dis que c'est un choix, ça veut bien dire que quand on a écouté la douleur, si on l'a bien écoutée, qu'on l'a repérée, qu'on a essayé de comprendre d'où elle venait, pourquoi elle agissait, et cetera, alors on fait le choix d'y répondre et d'essayer au mieux de répondre à cette émotion, cette, sensation, parce que ça peut être une douleur psychique ou une douleur physique. Mais du coup, c'est une information qui donne le moyen d'aller vers un rétablissement. De remédier à la douleur. Tout à fait. C'est ce que je voilà, exactement parfait. Par contre, la souffrance, comme c'est l'onde de choc, si on y répond à cette douleur, la souffrance, elle va pas être, peut-être il y aura peut-être deux petites vaguelettes, hein, mais voilà, ça va s'arrêter. Donc en fait, vraiment, la douleur est importante comme signal, mais la souffrance, si on écoute bien la douleur, la souffrance, normalement, elle va, voilà, il y aura quelques vaguelettes, mais il y en aura pas des tonnes et c'est donc un choix effectivement. C'est vrai que c'est pas facile, hein, sur ce sujet quand même malgré tout, parce que j'entends aussi,
Il y a des personnes qui peuvent souffrir, par exemple, très longuement, hein, de crises d'angoisse et c'est pas leur choix. Donc il faut bien détailler aussi, ce qui est de l'ordre, de la, hem, maladie peut-être, éventuellement et de l'ordre des choix de la vie quotidienne, qu'on peut gérer, tout à fait en liberté, en toute liberté, on va dire. Il y a des choses quand même qui sont aliénantes, qu'on ne peut pas gérer totalement. Le «quand on veut, on peut», ça, c'est pas tout à fait exact, quand même, hein, c'est pas vrai. Donc, il y a parfois le choix qui est totalement possible et parfois, quand il s'agit de maladie, par exemple, voilà, là, faut bien séparer les 2, hein. Mais du coup, si je ne suis pas dans le cadre de la maladie, et que je suis dans le cadre de la vie de tous les jours, le choix d'écouter sa douleur va vraiment limiter, la souffrance à longue échéance. C'est ce que je voulais dire. OK, super, Alors, super. j'ai entendu la même chose que ton client a dû te partager sur effectivement le fait que la première occurrence, la première ronde de choc est la douleur Oui, c'est et que l'information. Oui, effectivement les répétitions sont de la souffrance ouais. qu'on s'inflige d'une certaine manière parce qu'on n'a pas traité la première information et jusqu'à ce que finalement on accepte de la traiter. Mmh. Oui, oui. Oui, ça me va, ça me va. Et je suis d'accord et tu as très bien fait de poser le cadre aussi et de dire qu'il Mmh. y a des choses qui relèvent de la pathologie, Oui, qui doivent être traitées à part et auquel cas, bah, il faut s'orienter vers un professionnel de santé compétent, ce qui est tout tout à à fait. fait normal. Oui, Mais pour les gens qui nous écoutent et qui n'ont pas forcément de pathologie, diagnostiquée, voilà. il faut savoir que, voilà, son émotion est importante à écouter, que choisir de ne pas l'écouter, c'est aussi en Oui, assumer les conséquences. oui et c'est un choix du coup. Effectivement, c'est un choix, Quand on en a conscience. toujours, Voilà, c'est la conscience la première chose. quand on se connaît. Et bah, du coup, je te remercie énormément pour, tout ce partage que tu as pu, nous faire, du temps que tu m'as accordé aujourd'hui. Du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver si jamais, on veut discuter avec toi de, l'épisode de podcast d'aujourd'hui? Oui, alors, en fait, sur mon site et sur Instagram, mon site, c'est fabiennelorue.fr. Sur mon site, vous pouvez prendre rendez-vous. On peut tout à fait vous aurez mes coordonnées aussi. On peut échanger, simplement une petite demi-heure par téléphone si vous avez envie d'en savoir plus avant de démarrer quoi que ce soit. C'est gratuit, c'est tout à fait possible et voilà, c'est ce que je dirais. Donc vous retrouverez le compte Instagram de Fabienne et son site internet en description de l'épisode. Comme ça, il y aura pas à chercher et effectivement, sur Instagram, n'hésitez pas à aller discuter en message, privé Oui, avec Fabienne puisqu'elle est active même si elle ne poste pas tous les jours super. et ton site internet donc ça va être l'endroit pour retrouver plus d'informations sur tes pratiques d'accompagnement et puis potentiellement, prendre un appel, voilà de 30 minutes pour juste discuter tranquillement Oui, son engagement et voir où ça mène. c'est parfait, ça me va comme ça. Merci encore pour ton temps, c'était un Merci à plaisir toi. d'échanger avec toi et puis, bah, à bientôt pour un nouvel épisode de Lady Boss Mode On. À bientôt.